Bonsoir à tous. Nous allons ouvrir la séance du Conseil municipal du 22 février. À votre lecture, le compte rendu des... Pardon, excusez-moi, je souhaitais la bienvenue à Monsieur Frédéric Solnon qui rejoint notre conseil municipal après le malheureux décès de Monsieur Lévy. Donc, bienvenue à vous dans ce conseil. Je dis n'importe quoi. Il y a la démission de Madame Prigent. Pardonnez-moi. Décidément, je suis trop triste pour Marc, c'est pour ça. On va procéder à l'appel. C'est donc Monsieur Guillaume Cordoba qui va procéder à l'appel en tant que secrétaire de séance, si tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il y a des contre ou des abstentions? Guillaume, on t'écoute. Béatrice Brochion, Présente. Daniel Gouéran, présent. Sonia Bourré-Marcelli, Présent. Joanne Micheloni, présent. Maria Doyer, Présent. Eric Dessailles, présent. Roland Vidoueux-Andros, Présent. Dominique Chel, présent. Marie-Dominique Bazoul, Présent. Claire Parère, Sandra Vescolini, Procuration, pardon. À Madame Sonia Bourré-Marcelli. Rodolphe Lemaire, présent. Patrick Lemond, Procuration à Joël Albanese. Laurent Alfornel, présent. Nicole Ferréou, Présent. Stéphane Tardif, présent. Joël Albanese, présent. Guillaume Volant, présent. Nathalie Ouvrieux, Procuration à Marielle Veuillet. France Lefort, présent. Christophe Caza, présent. Solange Arruta, Présent. Louis Fouan, Procuration à Johan Michelosi. Anne-Philippe Etchi, Agnès Pelins, Olivier Pinson-Ducel, présent. Martine Nobé, Présent. Christophe Nobin, présent. Dominique Lao, Présent. Bernard Favola, présent. Carole Jurato Présent. et Frédéric Solon, présent. Merci beaucoup. À votre lecture, le compte-rendu des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil municipal du 16 juillet 2020. Et avant celle-ci, on va faire l'approbation du compte-rendu du dernier Conseil. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, pour les informations au Conseil, donc la décision numéro 2021/4, c'est la signature d'une convention de mise à disposition de locaux et de matériel à titre gratuit avec l'association France Alzheimer Bouches-du-Rhône, afin d'y tenir un atelier pour accueillir les familles touchées par la maladie d'Alzheimer ou autres maladies neurodégénératives. Cet atelier aura lieu sous réserve de rendez-vous le vendredi de 9h30 à midi dans la salle dite du Rocher Bleu. Cette convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 15 janvier 2021. La numéro 2021/5, signature d'une convention avec la société Cedralis pour la mise à disposition de la commune de la plateforme Cedralis de gestion des événements majeurs et des situations de crise. Le montant de l'abonnement annuel s'élève à 400 € hors taxe, auquel s'ajoute le traitement et la diffusion des messages à la population, soit appel vers téléphone fixe à la minute, c'est 0,05 € hors taxe, appel vers téléphone mobile à la minute, c'est 0,15 € hors taxe, SMS à l'unité, c'est 0,10 € hors taxe, la télécopie par page, c'est 0,10 € hors taxe, et le courriel est offert. La numéro 2021/6, c'est l'encaissement de la somme de 750 €, qui est un remboursement de franchise versé par la CHAM Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule d'un candélabre avenue Maréchal Leclerc au niveau des services techniques municipaux, survenu le 10 avril 2020. Numéro 2021/7, signature d'un contrat d'abonnement avec la société Quadiante France pour la location et l'entretien d'une machine à affranchir Néopost IS 420
pour un montant annuel de 488 € hors taxes, auquel s'ajoutent 28 € hors taxes par an de frais de gestion, soit 516 € hors taxes par an. Le contrat prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans. La numéro 2021-8, c'est la désignation de M. Bruno Guilbault, coordonnateur SPS pour une mission de coordination sécurité et protection de la santé dans le cadre des travaux de réhabilitation et de transformation de la Bastide d'Italis pour un montant de 560 € hors taxes. Numéro 2021-9, encaissement de la somme de 36 € versée par l'association AIEL pour le remplacement du badge d'accès au bâtiment communal de la galerie égaré par l'association. Numéro 2021-10, désignation de Maître Olivier Burthez-Doucède pour défendre la commune dans le contentieux engagé par la société GF à la Suerte, représenté par M. Patrick Nicolas, devant le tribunal administratif de Marseille, demandant l'annulation de la décision du refus de permis de construire, délivrée le 23 septembre 2020 pour la construction d'un hangar agricole sur un terrain situé chemin de la Foux, la Bastide Neuve à Fuveau. Numéro 2021-11, c'est la signature de l'avenant numéro 1 à la convention de service pour la maintenance des installations télécom et réseaux avec la société Inéo Digital suite à la fusion de la société Inéo Digital et de la société Inéo Infracom, nouveau titulaire du marché. Ce transfert n'affectant rien le cours et le contenu du marché qui demeure inchangé. Y a-t-il des questions ? Bonsoir. Bonsoir. Ça fonctionne ? Oui. Alors, une petite question très rapide sur la numéro 7. Oui. Avant ce contrat, nous avions déjà une machine à franchir ? Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'on espère à l'avenir, avec la dématérialisation, réussir à se passer de ces machines à... Non. Très sincère. Oui, tu peux répondre, Mido, parce que tu t'occupes lui. Parce qu'au niveau de l'urbanisme, on a besoin d'envoyer des recommandés. Et donc, on est obligé, malgré la dématérialisation, on est tenu de garder une machine à affranchir, ne fût-ce que pour les recommander. Et les avoir en nombre aussi, sinon on paye trop cher, même en dématérialisant. D'accord, merci, très clair. Sur le sujet numéro 5, oui. En effet, c'est une très bonne idée d'avoir un outil de gestion de crise. Souvent, ces fonctionnalités de gestion de crise, c'est une brique dans des projets plus globaux de communication avec les habitants, dans des flux descendants ou flux ascendants. C'est souvent ce qu'on appelle maintenant des projets de Smart City. Nous avions vu que vous aviez envie de mettre en place quelque chose comme ça dans votre programme. Tout à fait. Est-ce que ce serait possible, lors d'un prochain conseil, d'avoir une présentation de votre projet Smart City, avoir la vision globale et où vous voulez aller? Alors, le projet Smart City, effectivement, est sur un projet à moyen terme, donc c'est pas pour immédiatement. Vous savez, puisque M. Pinxon-Dussel fait partie du comité et du groupe de travail concernant le site internet et qui concerne également l'application menée par Marielle Veuillet. Ensuite viendra le projet de Smart City beaucoup plus global. Par contre, là, en l'espèce, on dispose d'un partenariat avec le CT2, qui est maintenant devenu métropole. Et de fait, dans les marchés qui sont beaucoup plus globaux et pour avoir des tarifs beaucoup plus intéressants, ce sont des marchés métropolitains. Mais je vais laisser Madame Bagous vous répondre, puisque c'est elle qui est en charge de la gestion de crise sur la commune de Fuveau. On a des difficultés à intégrer ça dans la Smart City, dans la mesure où l'outil est uniquement réservé à la gestion de crise. C'est-à-dire que si jamais demain on avait, je vous dis n'importe quoi, 10 000 messages à envoyer, la société s'engage à les envoyer dans un délai très précis. Alors que sur une communication comme les Smart City, vous n'avez aucune sécurité. Si c'est le jour, par exemple, de l'élection de Miss France, vous n'allez pas envoyer vos messages. Alors que là, le prestataire ne fait que ça, que de la gestion de crise. Ils sont 3 actuellement. Il y a Cedralis, il y a Gélicom et F32I, je crois, qui font ça. Et la métropole a choisi Cedralis. Donc on poursuit le marché avec Cedralis.
métropole va de nouveau lancer un marché cette année, pour l'année prochaine. Donc c'était juste pour faire le lien entre l'arrêt du marché et le nouveau. Je vous en prie. Une question sur la numéro 10. Oui. Sur le contentieux suite au refus du permis de construire à la Bastide Neuve. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contentieux et sur le pourquoi du refus du permis de construire? Alors en fait, c'est un permis de construire qui se situe en zone agricole. Et vous savez que l'objet d'une construction en zone agricole doit bien correspondre à une activité agricole, ce qui n'est pas le cas au vu de la... On consulte à chaque fois le champ. Je ne sais pas si vous connaissez, le champ est un organe de consultation actuellement. Et le champ a émis un avis défavorable que la commune a suivi. Et c'est quoi le champ en fait? Alors le champ, c'est un organe de consultation qui fait partie des Bouches-du-Rhône, qui dépend de l'Union des maires. Et nous sommes le seul département où peut-être nous sommes deux actuellement, mais de mémoire, on est les seuls à avoir monté un tel dispositif et à avoir un organe qui soit autant important et dans laquelle il y a des commissions et tous les dossiers en zone agricole passent par cet organe pour déterminer, si vous voulez, si l'objet est bien agricole. Et si tel est le cas, de déterminer la faisabilité économique du projet. Parce que vous aurez bien compris dans ces explications que c'est pour lutter justement contre les constructions en zone agricole qui, malheureusement, lorsque un projet économique n'est pas au rendez-vous, bien entendu, il y a une vente derrière et ça ne devient plus un projet agricole, ça devient une vente. Voilà. Mais une fois que c'est construit, malheureusement. Et l'avis du champ est un avis consultatif ou un avis... Alors, c'est consultatif, effectivement, mais dans la majorité des cas, pour ne pas dire 100% des cas, et d'ailleurs, le préfet y est très attentif, faut le savoir, le préfet des Bouches-du-Rhône est très attentif quand il reçoit un permis. S'il n'y a pas l'avis favorable du champ, je vous prie de croire qu'il nous interroge et qu'il essaye de comprendre, jusqu'à aller en disant de revoir notre copie, quoi. Voilà, ils sont associés dans les documents de planification de champ. Comment vous écrivez champ? C'est un acronyme ou... Non, c'est CHAMP, mais évidemment il y a des points entre vous dire exactement ce que ça veut dire, honnêtement, je vous dirai des bêtises, mais c'est C.H.A.M.P. Voilà. Et le président est l'ancien maire de Molégès. Voilà. Mathieu Bresse. Est-ce qu'il y a encore des questions ou on passe aux présentations? Ok. Donc, pour information, nous avons souhaité que nous parlions du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la métropole Aix-Marseille-Provence. Je vous fais grâce de la lecture de l'ensemble de l'information, mais je suis à votre disposition si vous souhaitez qu'on échange sur le sujet. Et je crois que vous avez des questions. En effet. Alors, oui, c'est un beau morceau que nous avons devant nous. 156 pages. Voilà, un rapport complet. Oui. Donc je vais essayer de faire court. Je me limite. Pardon. Je vais essayer de faire court. Je me limiterai à la partie finance-budget, qui est déjà en soi un morceau important. Et évidemment, au-delà des enjeux de fonctionnement de la métropole, c'est de FUVO dont je voudrais parler au sein de ce conseil municipal. Qu'est-ce qui s'est passé sur la période analysée et est-ce qu'il y a des leçons qu'on pourrait en tirer pour l'avenir? Donc, que dit le rapport très rapidement? Je ne vais évidemment pas me lancer dans une longue synthèse. Donc, il pointe du doigt la très faible intégration métropolitaine, qui n'est qu'une juxtaposition des 6 EPCI préexistantes, ce
qui n'a pas permis de dégager évidemment les synergies et les économies d'échelle attendues initialement. Au niveau budgétaire, le rapport dénonce le fait que la plupart des recettes collectées sont reversées dans les territoires, ce qui ne permet pas de dégager des capacités de financement à l'échelle de la métropole. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement, donc les deux budgets fonctionnement-investissement, pour le fonctionnement, c'est ce qu'on appelle l'attribution de compensation. Et le rapport constate qu'il a augmenté de 40% entre 2013 et 2016 pour l'ensemble de la métropole et plus de 80% pour CT2. Derrière ça, le rapport y voit pour une grande partie une augmentation liée à l'intégration de la DSP, dotation de solidarité communautaire, à l'intérieur du montant de l'AC, qui n'est a priori pas une obligation. Et le rapport doute que cette augmentation corresponde à une augmentation équivalente des services rendus par la métropole. Toute petite parenthèse, d'ailleurs c'est assez amusant de noter que sur ces frais de fonctionnement, seule Marseille Provence-Méditerranée a vu son attribution de compensation diminuer. On a longtemps agité le chiffon rouge d'une métropole qui paierait les dépenses de Marseille. On constate dans les comptes sur ces premiers chiffres, c'est plutôt l'inverse. Dans ces recommandations, et c'est là le risque, peut-être qu'il faut regarder pour FUVO, le rapport recommande que les attributions de compensation reviennent à ce qu'ils appellent leur juste valeur, qui évidemment pourrait venir diminuer les recettes de fonctionnement. En ce qui concerne les crédits d'investissement, le rapport dénonce la forte augmentation des dépenses et les enveloppes garanties au territoire. Les engagements pris, finalement portés par la métropole, qui avaient été pris dans les territoires avant, n'ont pas permis à cette nouvelle structure de disposer des moyens suffisants pour faire avancer les projets métropolitains. Ce que je comprends derrière ça, c'est que dans les EPCI, il avait été organisé au démarrage de la métropole les conditions des financements de leur conseil de territoire. C'est-à-dire que chaque commune avait un montant de subvention qualifié d'exceptionnel sur cette première période. Pour FUVO, si je comprends bien, cela correspond au fonds de concours communautaire qui prévoyait des investissements communaux de 30 millions subventionnés à 50%. Donc ce plan devait permettre à FUVO d'effectuer un certain nombre de rattrapages indispensables sur des équipements collectifs. Donc, vous connaissez ce plan mieux que moi. Il contenait un groupe scolaire à la barque, une salle plurivalente, un nouveau gymnase et un pôle culturel, entre autres choses, pour un peu plus de 13 millions. Donc finalement, ce qu'on peut constater en 2020, c'est que la CRC parle d'une aubaine qui a profité à de nombreuses communes voisines et pour laquelle et dont FUVO n'a peut-être pas profité. Donc, et maintenant, si nous risquons de voir diminuer les ressources disponibles pour les projets communaux, au fur et à mesure que les projets métropolitains vont être lancés, nous risquons d'avoir du mal à financer nos projets communaux. Nous voyons ainsi, et c'est peut-être la deuxième leçon que je vais tirer de ce rapport, que pour réaliser des projets aussi importants, le financement est évidemment essentiel, mais il n'est pas suffisant. Et ce n'est pas la seule ressource critique pour aller au bout de projets d'envergure. Il faut aussi, bien évidemment, une planification pluriannuelle, une mobilisation de l'ensemble des interlocuteurs du territoire, élus, services municipaux, futurs usagers, associations, citoyens, et ce le plus tôt possible pour se focaliser sur quelques projets prioritaires. Les ressources humaines de la commune également ne sont pas illimitées. C'est très difficile de mener en parallèle des gros projets structurants et puis des projets en tout venant qui viennent au fur et à mesure du mandat. Donc c'est pourquoi, et j'arrive à mes conclusions, c'est pourquoi nous regrettons le retard pris dans la livraison des feuilles de route et du plan pluriannuel d'investissement, qui nous semblent être deux outils indispensables pour justement mener à bien ces projets.
Donc très rapidement, quelques questions. Non, je n'ai pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment a évolué l'attribution de compensation et la DFP pour FUVO pendant les années dont on parle dans ce rapport? Est-ce qu'on a suivi la même tendance que le CT2? Et si tel est le cas, comment évaluez-vous le risque de voir réduire les recettes de fonctionnement dans les années à venir? Quant aux investissements, au-delà du contrat initial là, que j'ai rapidement mentionné, quels sont actuellement les contrats de développement en vigueur avec la métropole? Quels sont les sujets et les montants actuellement garantis? Et dans votre gestion de projet, votre planification des années à venir, comment allez-vous faire pour essayer que vos projets prioritaires puissent être réalisés sur les 6 ans du mandat? Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Je vous laisse. Tu veux prendre la parole au niveau de l'évolution de la DSP et des subventions de compensation? Vas-y. Vas-y. De l'à côté. Ah, pardon. Je répondrai au reste après. Voilà. Alors, Laurence va vous présenter une diapo avec l'évolution de l'attribution de compensation. Donc, c'est l'évolution comme vous voyez, entre 2014 et donc 2021. Ce qui est important de voir, ce sont les paliers entre 2015 et 2016, puis entre 2018 et 2019. Donc ces deux paliers-là sont essentiellement des transferts de compétences entre la métropole et la commune, d'où la réduction des réductions entre 2018 et 2019 et entre 2016, je ne me rappelle plus Laurence, parce qu'on... L'attribution de compensation a réduit l'attribution de solidarité en 2018. Voilà, donc c'est les fameux, on a mis des codes de couleur pour que tout le monde essaie de s'y retrouver. Voilà, donc comme le disait Eric, en fait, avant l'entrée en métropole, la commune bénéficiait d'une dotation de solidarité versée en 2 temps, c'est-à-dire le CT2 octroyé un montant de 66 000 € en début d'année, puis ensuite, selon les comptes de résultats, on va dire, et ces résultats, on avait une seconde enveloppe de 79 000 € qui, elle, nous a été supprimée. Donc celle-là a disparu. Par contre, les 66 430 € de dotation de solidarité, qui effectivement est facultative, cette dotation a été intégrée pour la figer et pour la pérenniser dans l'attribution de compensation à compter de l'année 2018. Et ensuite, ce que vous disiez, Eric, c'est qu'à partir, par contre, de 2018, on a été ce qu'on appelle collecté, et donc on a subi une diminution de notre attribution de compensation, puisque nos charges transférées étaient plus importantes que nos recettes, à hauteur de 523 000 €. Voilà. Donc aujourd'hui, et pour les années à venir, l'attribution de compensation s'élève à 1,16 million. Voilà. Donc pour vous, la correction que stipule ce rapport, elle est déjà intégrée dans nos comptes. Elle est intégrée dans nos comptes depuis 2019. C'est ce que je dois comprendre? Oui. Avec le transfert des compétences. Okay. D'accord, très clair. Ensuite, vous nous interrogiez sur l'anticipation que nous pouvions faire sur les investissements à venir. Donc, comme vous l'avez vu, on a déjà intégré, puisque depuis 2019, on a déjà subi une baisse.
la façon dont ça s'est fait, vous parliez tout à l'heure que dans chaque territoire, ça se faisait un petit peu en catimini dans chaque territoire. Pas du tout, ça a été collecté au moment avec l'ensemble des 92 communes. Hein. C'était vraiment une commission, et une commission métropolitaine, je vous rassure, avec l'ensemble des villes et villages qui composent la métropole. Donc voilà, on appelait ça une collecte. Et chaque attribution a été passée en revue et a fait l'objet d'une collecte. Voilà. Donc pour ce qui est, quand vous nous parlez du personnel municipal, je vous rassure, on l'a totalement intégré, et ce depuis un petit moment. Vous avez, je sais que vous étiez l'homme finance de votre équipe et de la campagne. Vous nous souteniez d'ailleurs que vous pourriez intégrer sans problème une cantine, enfin une cuisine centrale, ainsi que municipale bien sûr, ainsi qu'une navette gratuite pour emmener toutes les personnes au centre-ville, etc., ainsi qu'aller faire l'évacuation des déchets verts chez les particuliers, qui somme toute est illégale pour une collectivité, mais peu importe, en tout cas vous nous souteniez que c'était possible. Donc je vous rassure, nous ne sommes pas du tout dans la même lignée, et nous faisons extrêmement attention au personnel municipal. Nous avons des lignes directrices de gestion, et nous faisons extrêmement attention à la pyramide des âges et au fait qu'on remplace ou non des postes. Voilà. Je ne comprends pas très bien votre réponse. Il me semble pas avoir fait référence au personnel municipal dans ce que je disais. Et ce que je disais, c'était essentiellement du rapport. Il fallait faire attention au personnel municipal de Fuveau parce que c'était pas extensible à outrance. Non. Si. Bon, on verra le film si vous voulez, bien sûr. En tout cas, je vous remercie d'avoir été très attentif sur le programme de Fuveau demain, en effet. C'est important. Ça s'appelle la démocratie, donc on regarde, toutes les idées sont bonnes, vous savez. Mais je crois que vous n'avez pas tout lu tout à fait correctement. La navette n'était pas permanente et le ramassage des déchets verts était organisé différemment. Bon. Et en effet, nous avions un budget financé. Nous avions déjà prévu pour les années à venir. Nous étions prêts d'ailleurs à... Vous l'aviez intégré du coup, les 1,19 million et pas... Oui, vous aviez... Ah, donc vous le saviez. Bien sûr. Qu'on avait... Donc vous saviez combien on avait d'attribution de compensation. Vous n'êtes pas étonné finalement de ce qu'on vous dit. Ben non. Ah voilà. D'accord. Pardon, madame ? La question qui était posée. Il ne marche pas sur le micro. La question qui était posée, c'est si vous avez des informations sur la façon dont les choses vont évoluer compte tenu de la position de la Chambre des comptes. Non, je n'ai pas d'informations sur le sujet, madame. Ce qui est sûr, c'est que le discours de la présidente lors de son élection a fait part de sa volonté de réformer la métropole, et nous avons une commission de réforme métropolitaine. Donc il est évident, comme tous les maires l'appelaient de leur vœu depuis très longtemps, et voilà, c'était pas pour agiter le torchon rouge, ou le chiffon rouge, pardon, comme vous le dites, c'était pas du tout ça, c'était simplement qu'il était difficile dans l'état actuel de la loi que ça marche, et force est de constater aujourd'hui qu'effectivement ça ne marche pas. On est bien d'accord en fait avec le retour, mais on n'est pas étonné. Voilà. Donc il y a une commission qui travaille sur la réforme métropolitaine, et on espère bien qu'on arrive à ce que les communes ou les territoires récupèrent des compétences. Excusez-moi, sur la partie relative aux investissements, effectivement, par rapport à la question que vous posez, Frédéric, quel éclairage vous pourriez nous apporter sur ce dont a effectivement bénéficié la commune de Fuveau par rapport à ce plan pluriannuel de 30 millions, qui est à échéance, ou quasiment à échéance. Qui est reprorogé, on l'a voté la semaine dernière en Conseil de métropole.
Donc aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous faire un point d'étape par rapport à ce plan pluriannuel d'investissement pour Fluvo, de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, et nous dire si, au final, lorsqu'il arrivera à échéance, est-ce qu'on aura mobilisé tout ce qui avait été programmé ou pas? Tu as le détail? Alors, il faut savoir aussi qu'en parallèle de ce plan d'investissement de la métropole, il y a eu un plan d'investissement du département. Donc les deux sont arrivés en même temps. Et il y avait, je me semble, pour le plan du conseil départemental, moins d'incertitude sur son, si je ne dis pas de bêtises, hein, Laurence, tu me contrôles, sur sa garantie dans le temps. Et du coup, on a utilisé plus ce plan de financement du conseil départemental que le plan de financement de la métropole. Voilà. Alors, on a le tableau qui détaille, je pense, je ne sais pas si tu l'as, Laurence. On va vous le présenter. Pas terrible. Hein? Bien sûr. Et du coup, on compte bien profiter de ce plan d'investissement de la métropole qui a été prolongé. Il faut savoir que aussi, pour pouvoir en profiter, il y a ces 30% d'autofinancement nécessaires, sans quoi ils ne peuvent pas être utilisés, hein, de toute façon. D'où l'importance de la capacité d'autofinancement de la commune, dont on a déjà parlé au ROB et au budget. Au lieu d'être financé uniquement par le contrat de la métropole, comme initialement prévu, à hauteur de 50%, nous avons obtenu, comme l'a dit Eric, un contrat avec le département. Donc on a eu en fait sur les mêmes opérations d'abord 55% de financement du département, 30% d'autofinancement municipal et le complément de la métropole. Donc en fait, au lieu de demander 50% à la métropole sur chacune des opérations, on ne demandait que 22, 25, ça dépendait des opérations, puisqu'elles étaient cofinancées par d'autres partenaires. Et que automatiquement et obligatoirement, il faut 30% de cofinancement. Donc du coup, on a consommé la totalité de notre contrat avec le département, puisqu'il nous reste une seule opération à engager, qui est le chemin de Saint-François, qui est prévu dans ce contrat avec le département. Voilà, c'est la dernière opération en rose là qui reste à lancer. Donc le contrat avec le département est terminé. Et par contre, donc du coup, maintenant, toutes les nouvelles opérations, en attendant d'avoir un nouveau contrat avec le département, on demande 50% de financement à la métropole, puisqu'il n'y a plus le cofinancement avec le département. C'est clair ce que je dis ou pas? Je vous dis là parce que voilà. C'est clair sur le plan comptable. Effectivement, des projets qui apparaissaient avec un financement métropole ont finalement été financés avec une plus grosse partie sur le département et plus l'autofinancement commune avec un reliquat. Donc, voilà. C'est de la gestion. Pour autant, certains projets ou certaines lignes qui apparaissaient très clairement dans le projet métropolitain ont été n'ont pas été mises en œuvre ou je pense pas. Et à ce jour, sur le contrat avec la métropole qui nous octroie les 15 millions d'euros de financement, il nous en reste environ 9 millions à percevoir. Voilà. Ok. Et donc l'échéance? Alors l'échéance, Madame le maire l'a dit, je crois que la semaine dernière, en conseil de métropole, ce contrat a été prorogé. Pour enclencher les opérations jusqu'en 2023, mais peut-être, d'après ce que j'ai compris, payé jusqu'en 2025. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais par contre, vous en aurez des détails, puisqu'on va nous demander de redélibérer du coup sur la réactualisation du contrat métropolitain, très certainement, en mars.
Je vous promets que je n'avais pas d'informations sur 2023 et 2025. Je vous promets que je n'avais pas d'informations sur 2023 et 2025. Ah non, mais... Merci. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Il n'y a plus d'autres questions? Très bien. Donc on passe à l'information sur le conseil municipal. On a voulu, au conseil municipal, on a souhaité vous faire un point sur les logements locatifs sociaux à Fuveau, puisque vous avez dû voir que ça avait agité la presse pendant quelques jours les semaines précédentes. Et nous avons voulu vous faire le point et qu'on échange sur le sujet si vous le souhaitiez. Voilà, donc on a essayé d'être synthétique et le plus clair possible, étant donné que donc au 1er janvier 2020, Fuveau compte 265 logements sociaux, soit 6% 23, puisque nous avons 4254 résidences principales précisément. Il en faudrait 800 supplémentaires donc pour atteindre le quota fixé par la loi. La commune est assujettie actuellement à une amende annuelle de 265 000 € par an, puisqu'elle n'a pas atteint le quota fixé par la loi. Donc cette amende sera majorée de 86% à compter de 2021, et ce pour 3 ans, car la commune n'a pas atteint les objectifs de construction fixés par l'État, qui est donc une période triennale. L'amende annuelle va donc s'élever à environ 328 000 €. Donc les conséquences de la carence désignée par les services de l'État, c'est le transfert au préfet de l'attribution de logements locatifs sociaux, qui est à la base, en tout cas pour ce qui est du contingent communal, un transfert au préfet de la gestion du droit de préemption urbain et une obligation de respecter un seuil minimum de 30% de PLUS et de PLAI avec... sur les opérations de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher. Voilà. Donc les communes qui sont soumises à l'article 55 de la loi SRU au 1er janvier 2020, donc en PACA, vous aviez 194 communes qui sont concernées par cette obligation. 13 communes ont atteint le taux légal de 25%. 9 sont exemptées de leur obligation pour diverses raisons. Et 172 communes étaient donc concernées par une obligation de réalisation de logements sociaux sur 2017-2019 et qui ont fait l'objet d'un bilan triennal pour la loi SRU 2020. En PACA, donc, le nombre de communes proposées à la carence, c'est 77 communes qui ont été proposées à la carence, donc 45 communes déjà carencées au titre du bilan 2014-2016. Il y a un nombre de communes qui est proposé à la carence qui est en légère augmentation. Vous avez tous les départements qui composent la région PACA. Et donc dans les Bouches-du-Rhône qui nous intéressent plus particulièrement, le nombre de communes carencées au titre de 2014-2016 était de 24. De 2017 à 2019, c'est donc 34 communes. Donc on vous les a nommées. Voilà, donc vous voyez que sur le territoire d'Aix-en-Provence, il y en a pas mal. Hein, et pour cause. Donc on a souhaité reprendre avec vous tous les programmes existants. Donc avant 2000, donc avant la loi SRU, il y avait donc 85 logements de mémoire. Cela je ne vois pas, elle est dans le machin. 95 logements qui étaient avant 2000. Et donc sur la période de 2000 à 2014, il y a 100 logements qui ont vu le jour. Et de 2014 à 2020, donc 69 logements ont été réalisés. Donc ça fait donc un total de 265. Pour les programmes à venir et en cours, donc ceux en cours sont déjà ceux qui ont un permis de construire accepté et purgé de recours. Donc nous avons 89 de logements qui sont en cours. Donc vous avez au chemin de Saint-François, à La Fou, à Louvière, sur le terrain Campillo, le foyer logement Ouvière qui va accueillir donc des personnes âgées. Et la préemption, nous avons préempté il y a peu de temps un immeuble de la famille Oskian à la Barque
qui vendait, et nous l'avons fait acheter par le PFR. Donc nous avons 89 logements en cours. Dans les programmes à venir, vous avez donc les jardins du repos, un particulier au chemin de l'Air, particulier au quartier du Creux du Pont, un particulier route de Bellecot et particulier à côté du cimetière. Donc ça fait un total de 19. Voilà l'évolution du nombre de logements locatifs sociaux à Fuveau. Vous voyez que la volonté est là. Voilà. On a voulu vous faire une carte pour vous montrer notre volonté aussi de mixité sociale, parce que c'est une vraie volonté politique et on est persuadé et convaincu de la nécessité de cette mixité. Faire du logement, c'est bien, mais pas faire n'importe quoi non plus. Et il faut qu'on continue à ce que tout le monde, quel que soit le revenu, puisse bien vivre à Fuveau. Voilà. Merci pour la présentation. Je commence par regretter qu'on ait cette présentation que maintenant. Il aurait été bien qu'on l'ait avec tous les documents qu'on a reçus il y a 5 jours. Alors, si je me permets juste une petite remarque, Monsieur Pinxon-Dussel. J'entends tout à fait votre demande. Simplement, je m'interroge parce qu'à chaque fois que vous nous posez la question, c'est un sujet qu'on a souhaité vous mettre à l'ordre du jour en tant qu'information. C'est une vraie volonté d'information. Moi, personnellement, quand je vais dans n'importe quelle réunion, j'ai jamais le PowerPoint avant. Je l'ai après. Et c'est vraiment ça que je souhaite vous dire, parce que c'est une volonté pour nous de vous informer. Par contre, vous faire tout 5 jours avant, c'est parfois techniquement pas possible, et puis je vois pas l'intérêt en plus. Voilà, pour qu'on puisse échanger, je vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'on puisse réfléchir sur tous les chiffres. Vous nous donnez beaucoup de chiffres qui sont intéressants. Il nous faudrait du temps entre nous individuellement pour se renseigner, les analyser et revenir avec des questions. On a préparé des questions. Parfait. La majorité des réponses, vous venez de les donner. Donc, voilà. D'une part, on a travaillé pour rien. Elle est intéressante. On a fait le boulot pour vous. Il y a un mois, on a eu une présentation intéressante de M. Gouiran sur l'eau et l'assainissement. Il y a 2 mois, une présentation intéressante de Dominique sur les déchets. Mais c'est une information. Quand vous allez en formation, vous avez les PowerPoint, vous, avant ? Mais c'est pas, on n'est pas dans une formation. Non, mais non, c'est une information. C'est une information. Dans l'information, il y a formation. Pour moi, quand je vais à une réunion d'information, on me donne l'ordre du jour, mais pas le PowerPoint. C'est un document. Pourquoi est-ce que vous nous avez donné le document du préfet? Pourquoi vous nous donnez l'arrêté de carence du préfet? Parce que c'est pas un outil de travail. Je suis désolée. Si, c'est un outil de travail. C'est un document en amont du contrat. Non, c'est un document officiel, administratif, qui nous arrive par le préfet. On vous l'envoie, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un document de travail. Et comme tout document de travail, il est fait à une période qui n'est pas forcément celle de 5 jours avant, pour tout vous dire. Il n'a pas été fini 5 jours avant, non. Donc je ne peux pas vous l'envoyer. Et en plus, je trouve vraiment dommage de tout vouloir avant. Mais il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez qu'on arrête les trucs d'information, il y a un moment donné... Mais c'est normal. Attendez, ce sont des informations que vous nous devez, que vous devez aux Fuvelins. Il n'y a rien... Ah, mais moi, j'ai aucun problème pour devoir quoi que ce soit aux Fuvelins. Je leur dois beaucoup de choses. Vous avez raison. Mais pour autant, les Fuvelins, ils ne me demandent pas 5 jours avant les documents. Hein. Voilà, donc je les dois et je les donne sans problème et en toute transparence, Monsieur Pinxon-Dussel. Il n'y a aucun problème. Et c'était la volonté que nous avions pour faire cette information. Si encore c'est mal pris, j'ai du mal à le comprendre. Et j'ai dit en préambule qu'elle était intéressante, et je ne sais pas qui a mis bout à bout toutes les informations. Je remercie la personne, nous remercions la personne qui l'a fait. On travaille en collectif. Eh bien, je remercie tout le monde. Parfait. Je reviens sur l'arrêté préfectoral. Dans le PV qu'on a reçu, vous aviez mis un compte-rendu du rapport de la Chambre des comptes pour la métropole, mais vous n'aviez pas mis de compte-rendu pour l'arrêté préfectoral, donc je vais le faire brièvement. Il acte assez clairement les manquements de la commune sur la période 2017-2019. Il la qualifie de très insuffisante. Il y avait un objectif de 273 logements. Il y en a 38 qui ont été réalisés, ça fait 14%. J'arrondis.
En PLAI, les prêts locatifs aidés d'intégration pour les personnes en difficulté économique et sociale, il en fallait 82, il y en a eu 14 de fait, ça fait 17%. Au-delà de ces 3 dernières années, la lettre du préfet relève que le taux de réalisation est de 40% sur les 5 dernières périodes triennales, donc on parle de 2005 à 2019, qualifié d'insuffisant. Le préfet écrit également que les résultats atteints résultent d'une faible mobilisation par la commune de tous les outils et partenariats permettant d'accélérer la production de logements locatifs sur son territoire. En conséquence, la commune de Fuveau est prononcée en carence et la majoration, donc vous nous avez donné les infos que l'on souhaitait avoir, la majoration est fixée à 86%, ce qui correspond maintenant, si j'ai bien lu, à 328 000 €. Une question, cette présentation, j'imagine qu'il y a 3 ans, vous avez dû faire quelque chose de similaire, il y a 6 ans aussi, il y a 9 ans, il y a 12 ans, puisque c'est la 5e fois. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que l'on a appris sur les 5 dernières périodes triennales pour que cette fois-ci, les objectifs que vous proposez soient atteints? On ne propose pas d'objectifs, ils nous sont imposés, hein, monsieur. Ils nous sont imposés, les objectifs, monsieur. D'accord. Ils ne sont pas, on ne les choisit pas. Non, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été atteints dans les 4 dernières périodes triennales, ou 5, et pourquoi est-ce qu'ils le seraient cette fois-ci? Qu'est-ce qui va être fait de différent? Alors, il y a plusieurs raisons à cela, monsieur. Vous avez la spécificité des territoires. Vous avez également des permis qui parfois sont attaqués, donc qui mettent beaucoup de temps à sortir. La volonté politique, c'était justement de la mixité sociale, de faire à chaque fois quelques petits logements dans un ensemble pour que justement tout le monde puisse s'épanouir et vivre correctement à Fuveau, quel que soit son niveau de revenu. Et parfois, écoutez monsieur, je suis désolée de vous dire que malheureusement, également comment on appelle ceux qui portent les projets sociaux. Les bailleurs sociaux, pardon, ne sont pas intéressés par 4 ou 6 logements sociaux, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est 40, 50, 60 logements d'un coup. Vous pouvez aller voir toutes les communes, hein, on a été plusieurs à se retrouver, à échanger sur le sujet, parce que c'est pas un plaisir, hein, je vous accorde que c'est pas du tout un plaisir. Je pense que vous avez vu la volonté d'en faire. Après, je vais vous avouer quelque chose. Et je sais pas vous, parce que j'avais pas vu, par contre, j'avais bien vu votre programme de Fuveau demain. Je sais pas si vous parlez des logements sociaux. Vous en parliez ou comptiez en faire combien vous? Les élections, elles sont finies. Ah non, mais je sais pas, non, mais on peut. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre avis. On verra dans plusieurs années. Non, mais vous comptiez en faire combien? Ah, mais vous avez quel avis? Ben, c'est important, les Fuvelins ont besoin de le savoir quand même, votre avis. Il faut se positionner aussi. Ah bah si, il y a du courage à avoir quand même à un moment donné. N'allumez pas un contre-feu, voilà, répondez à la question. Ah non, mais moi je vais vous répondre, j'ai aucun problème là-dessus. Par exemple, des Fuvelins qui s'opposent probablement oui. À des projets, ouais. C'est un fait. Ouais. Pour éviter que ce soit le cas dans les 3 années qui viennent sur ce projet. Qu'est-ce qu'on fait sur, pardon, je vous entends pas monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des actions en cours pour faire comprendre aux Fuvelins, éviter entre les Fuvelins à l'intérêt d'avoir des logements sociaux, la mixité sociale dont vous parlez, nous partageons l'idée de la mixité sociale. Comment est-ce que vous pouvez la faire, avoir une adhésion sur la mixité sociale? Ah bah écoutez, on fait tout ce qu'on peut pour la mixité sociale. Je pense que tous les programmes qui ont été faits intègrent la mixité sociale. Je ne suis pas sûre que qui que ce soit puisse dire un jour qu'il n'y a pas eu tous les programmes qui ont intégré des logements sociaux intégrer cette mixité sociale. Je crois que ça s'intègre très bien à la fois dans l'environnement, à la fois avec toutes les personnes intégrantes. Ça se passe extrêmement bien. Donc effectivement, prouver mieux que ça, je ne sais pas quoi faire, effectivement. Je ne sais pas, vous avez peut-être des idées? Non, mais vous pourriez me donner des idées aussi. Non, c'est qu'on est... Ah non, vous ne voulez pas. Bon, ben, merci. Je comprends. Décidément, vous ne voulez pas travailler avec nous. Hein. J'aimerais...
Ah, bah, très bien. Je suis En contente fait, que tu parles. j'aimerais rebondir là-dessus parce qu'en fait, nous, on demande que ça. Ah. C'est-à-dire intégrer en fait des équipes de travail. Ouais. Donc, on l'a demandé depuis le début. Et en fait, intégrer pour nous des équipes de travail, en fait, on est de l'opposition, mais en fait, on a un projet commun, c'est-à-dire faire épanouir FUVO, comme vous. On n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. À chaque fois qu'on pose des questions, on a l'impression en fait de vous embêter, d'essayer de vous piéger, mais en fait, on n'est pas là pour ça. On est là pour en fait avoir des réponses. Comme des fuvelins, en fait, voudraient avoir des réponses. Intégrer des équipes de travail, ça éviterait, en fait, d'être... ça nous permettrait de travailler en commun et d'être comme ça, comme ce soir, d'arrêter les pics, en fait. Mais j'ai pas de pic, moi, madame, à vous donner. Par contre, sauf erreur de ma part, vous êtes intégrée à beaucoup de... La dernière fois, le conseil s'est fini un peu... Voilà. Donc, parce que je vous donne mon ressenti, madame. Moi, je suis désolée, je suis transparente, mais alors jusqu'au bout. Hein. Il n'y a pas de souci. Et je vous dirai toujours mon... je vous donnerai... très bien. Mais vous êtes intégrée, madame. Hein. On est à chaque fois agressé dès qu'on pose des questions. Oui. Moi, je vous agresse. Si. Vous prenez mal les questions qu'on pose, mais en fait, on ne fait pas partie des équipes de travail. On est... Mais bien sûr que oui, vous en faites partie, Madame Surato. Mais Madame Yobé, elle est au CCAS. Madame Yobé, elle était à l'occupation du domaine public. Bon, elle n'a pas pu venir apparemment ce vendredi soir. Elle devait venir, elle n'a pas pu venir. Mais je m'en excuse. Enfin, on ne peut pas non plus toujours... Voilà. Monsieur Pinson-Dussel est au groupe de travail du site internet. Madame Pellens est au groupe de travail du conseil municipal des jeunes. Enfin... Il y a le règlement intérieur aussi, auquel, effectivement, ça s'est pas très bien fini. Enfin, il y a un moment donné, excusez-nous, quoi. Oui, allez voir dans les autres communes comment ça se passe, hein, je vous assure. Hein. C'est pas des groupes de travail, exactement. Pardon ? Sur les logements, par exemple. Sur les logements, sur les... on n'a pas de groupe de travail sur les logements sur la commune, tout ce qui est les constructions, tout ça, il y a personne de chez nous qui intègre un groupe de travail là-dessus, par exemple. Il n'y a pas de groupe de travail sur les logements sociaux à FUVO, non. Si, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez plusieurs à y participer. Non, c'est quand on établit un document de travail. On est plusieurs à travailler ensemble. Voilà. Donc, par contre, quand on a des projets, après on travaille ensemble, oui, c'est sûr. Voilà, on travaillerait un peu plus avec vous, ça éviterait en fait des questions et ça irait plus vite, les conseils municipaux dureraient moins longtemps. Moi, j'ai tout mon temps, il n'y a pas de souci, on a tout le temps qu'il faut pour répondre à vos questions, j'ai aucun problème là-dessus et je ne vous agresse absolument pas. Jamais de la vie. Monsieur Targovla, vous souhaitiez intervenir pour nous donner des idées sur les logements sociaux? Des idées, il faut déjà avoir des feuilles de route pour travailler dessus. Ah, d'accord. Oui, non, mais je ne sais pas, vous n'aviez pas... Vous venez de dire, ah d'accord. Eh bien oui. Excusez-moi madame, je ne suis pas psy moi. Hein. Je suis pas psy. Alors j'en ai pas besoin. Il y a une très belle émission sur Arte qui s'appelle... J'ai pas le temps de regarder la télé. Je suis désolé madame, je ne suis pas psy et à chaque fois je ne suis pas là pour vos états d'âme. Mais pardon? Alors, non mais attendez, pardon monsieur Targovla, j'ai des états d'âme. Si, la dernière fois vous nous avez attaqué, j'ai failli partir. Je me suis calmé. Mais quand est-ce que je vous ai attaqué? Reste calme. Mais ça va pas, non? Non, mais vous plaisantez. Oui, on vous pose une question et vous nous avez dit que c'était soi-disant, on voulait vous piéger. Ah ben oui, je l'ai ressenti comme ça. Aucune volonté de notre part de piéger. Très bien. C'est du ressenti. Voilà, très bien. Voilà, c'est du ressenti. Eh ben c'est très bien. Voilà. Écoutez, donc vous avez les états d'âme vous aussi? Non. J'ai eu des états d'âme sur votre ressenti. Dis donc. Voilà, donc si vous voulez qu'on parle de projet, j'ai fait capoter un de vos projets, je peux le dire, sur la rue du Nord, sur des logements sociaux. Oui. Vous voulez que je vous explique comment ça s'est passé? Mais si vous voulez. Je l'ai appris un 14 juillet, par hasard, comme quoi il allait y avoir une réunion d'information de la mairie, une semaine ou 2 semaines après, en plein mois de juillet. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Hein? Et quand je me suis présenté à cette époque devant la porte de cette information, on m'a refusé l'entrée, sous prétexte que c'était une information qui se portait uniquement sur les habitants qui étaient touchés par ce projet, c'est-à-dire quelques habitants de la rue du Nord.
Je pense que à cette époque-là, bon, j'étais une sorte de président de CIQ, et on m'a refusé l'entrée. Bon. Donc, ce projet a capoté parce que les gens de la rue du Nord se sont mobilisés. C'était un projet pour intégrer des personnes handicapées, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. C'était celui-ci dont vous parliez. Voilà, oui, oui. Et quand on a parlé, excusez-moi, avec ces gens qui ont fait capoter, dont moi, ce projet, tout le monde était pour ce projet. La seule chose qu'ils regrettaient, c'était de ne pas avoir été intégré 3 ans auparavant, puisqu'on nous avait dit que ce projet était étudié il y a 1 ou 2 ou 3 ans auparavant. Si on avait intégré ces gens, peut-être que ce projet existerait à l'heure actuelle. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est simplement de nous intégrer dans des projets, qu'on puisse y réfléchir. Voilà, c'est tout. Et on vous réclame une feuille de route depuis 2-3 mois, ou depuis le début, depuis juillet. On vous réclame à chaque fois, on vous dit, donnez-nous votre feuille de route, de vos projets. Mais alors monsieur Targov, pardonnez-moi, je vais essayer de vous parler pour que vous pensiez que je n'ai pas d'état d'âme. Je n'ai pas besoin de psy, je vous rassure. Par contre, moi j'ai une seule feuille de route, c'est notre programme. Donc si vous voulez vraiment notre feuille de route, vous avez notre programme. Au-delà de ça, j'ai établi des feuilles de route avec l'ensemble des conseils municipaux qui me rendent compte de leur travail et de leurs actions. C'est vrai. De ces feuilles de route émane un plan pluriannuel d'investissement qui s'appelle plus communément un PPI. Pour vous le présenter et que ce soit le plus juste possible et le plus représentatif, nous souhaitons vous présenter quelque chose avec des devis, que nous ayons quand même une idée précise des montants. Parce que vous présentez quelque chose pour vous présenter quelque chose, monsieur Targov, là. Je ne suis pas de celle qui va vous afficher en permanence des trucs en vous disant « Regardez tout ce que je fais, regardez, c'est génial ». Non. C'est simplement que le PPI, ne vous inquiétez pas, on est dessus, on travaille dessus, mais je vous le sortirai et je vous le donnerai une fois qu'on l'aura travaillé suffisamment affiné pour vous le donner. Et quand il sera finalisé. Mais sincèrement, je n'ai aucun sujet, ni sur des feuilles de route qui sont évidentes quand il y a une élection quand même, et sur un PPI à vous donner. J'ai aucun problème là-dessus, monsieur. Oui, mais nous, ce que nous réclamons, ce n'est pas un projet final, c'est que vous nous intégriez à une partie. Je ne vous demande pas qu'on soit intégré complètement à votre réflexion. Mais ici, il y a 8 personnes, à part moi bien sûr, disons qu'il y a 7 personnes qui ont des compétences énormes. Vous l'avez bien vu, Fred Solnon, c'est quand même pas n'importe qui. Je ne parle pas de Dominique Flao, qui elle, c'est Nec Plus Ultra. On continue. Christophe. Donc, ce sont des gens qui ont des compétences. On vous demande simplement... Je ne vous demande pas de, comment dire, de vous imposer nos projets. Je vous simplement qu'on participe. Même une petite participation. Hein. Mais monsieur Targov, là, ne me dites pas que vous ne participez pas quand même. Enfin, moi, je suis atterrée par ce que vous me dites, hein, je vous assure. Non, je ne participe pas, madame. Des idées, je ne vous en ai jamais donné, on ne s'est jamais vu. Comme ça, non, mais par contre, ma porte est ouverte. Hein. Si vous voulez venir me voir, monsieur Targov, là, c'est très volontiers. Pas de problème. Ah très volontiers. Je regarde mon emploi du temps et la semaine prochaine, je viens vous voir. La semaine prochaine, peut-être pas, parce que c'est peut-être le mien qui est un peu trop fourni, mais très volontiers, pendant 15 jours, vous appelez Thérèse, on prend un rendez-vous très volontiers. Pas de problème. Et pour parler en toute transparence, et j'ai aucun problème, et vous verrez que je n'ai aucun état d'âme à travailler avec qui que ce soit, et pour qu'on puisse partager nos compétences, j'ai aucun sujet là-dessus, si c'est pour faire avancer FUVO. Je l'espère, alors. J'espère que vous en êtes presque convaincus. J'ai fait des propositions à certains de vos collaborateurs, et je les maintiens toujours. Voilà. Enfin, je maintiens quand même que vous êtes invité à de nombreuses réunions. Et croyez-moi, c'est pas partout pareil. Est-ce qu'on a fini sur l'information des logements locatifs sociaux? Et entre parenthèses, sans vouloir avoir d'état d'âme, si vous vouliez partager vos compétences sur les logements locatifs sociaux, c'est volontiers, c'est le moment de le faire.
concernant les logements locatifs sociaux, c'est vrai que vous devez avoir l'habitude, dans votre vie professionnelle, d'avoir les documents avant la réunion. On n'a pas eu les documents avant la réunion. Eh bien, écoutez, ça ne doit pas être des réunions très effectives. Donc, on n'a pas eu les documents avant la réunion, on n'a pas pu y réfléchir, on ne peut pas vous faire de propositions. Maintenant, si pour vous c'est vraiment un sujet important, oui. Eh bien, je peux vous proposer ou conseiller de mettre en place une commission avec les Fuvelins pour justement essayer de faire passer ce message que la mixité sociale est importante et que peut-être, ensemble, on peut trouver des solutions. Voilà. J'entends bien votre proposition, elle est très intéressante, mais moi, ce que je vous demandais aussi, c'était votre politique de logements sociaux. Vous n'avez pas besoin d'avoir un document pour imaginer une politique. Vous aviez une politique déterminée pour les logements locatifs sociaux. Et je ne vais sûrement pas vous en parler ce soir. Ben, c'est dommage. Alors, on échange sur nos compétences et vous ne voulez pas les échanger. C'est quand même dommage, mais d'un autre côté, vous nous dites perpétuellement que vous ne faites pas la même chose que nous aurions fait. Donc, on ne va pas discuter sur des éléments où on est fondamentalement pas d'accord, puisque nous avions en fait un projet qui était beaucoup plus ambitieux avec, bien sûr, un recours à l'emprunt, par exemple. Donc ça, c'est la première pour les logements locatifs sociaux ? Non, mais je vous parle du projet global et vous nous avez dit tout à l'heure qu'on n'était pas pareil, d'accord ? Que vous avez... non, sinon on serait tous ensemble, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et on n'est pas ensemble, donc on ne va sûrement pas vous parler de notre projet global ce soir. On peut tout à fait partager notre projet global, on peut le faire, mais vous savez très bien que la question du logement, c'est aussi une question d'urbanisme. Et une des choses qu'on vous a demandé, c'est de mettre en place une réflexion sur le PLUI. Et cette réflexion sur le PLUI, vous nous aviez dit qu'on ne tarderait pas à l'avoir, elle n'est toujours pas lancée. Non. Or, le PLUI doit être, dans le précédent calendrier, devait être fini pour la fin de l'année. Oui. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour faire participer les Fuvelins à cette réflexion ? De toute façon, vous ne le faites pas. Voilà, c'est tout. On est en février. Pardon, Madame Flao ? Et vous ne le faites pas aujourd'hui. Ah, voilà, merci. Non, si vous rajoutez aujourd'hui, ça me va. Mais vous pensez qu'une réflexion de cette importance-là, ça se fait en un mois avant de rendre le projet ? Je veux dire, c'est pas possible. Et un autre projet, si vous voulez le savoir, c'était de lancer dès l'élection une réflexion collective sur ce sujet. Parce que l'urbanisme, ça va aussi avec les questions de transport et les questions de logement. La deuxième proposition qu'on peut vous faire, vous nous dites le PPI vous sera donné lorsqu'il sera ficelé. Oui. Est-ce que c'est votre façon de concerter ? De nous donner les choses une fois qu'elles sont ficelées ? C'est une concertation, un PPI, Madame Flao. Mais sur les choix que vous faites, vous voulez qu'on intervienne ou pas ? Mais c'est notre programme, Madame Flao, il n'y aura pas de... Vous ne souhaitez pas qu'on intervienne. Sur le PPI, non. Non, effectivement. C'est QFD. Très bien. Par contre, pour le PLUI, après vous voulez que j'ai pas d'état d'âme, mais vous m'attaquez en permanence par contre. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire, mais c'est pas grave. Le PLUI. Alors, le PLUI, comme son nom l'indique, c'est un PLU intercommunal. Donc, c'est un projet qui est mené et qui est soutenu et qui est porté par la métropole. Donc, nous sommes soumis au calendrier de la métropole. Nous ne maîtrisons plus rien. La compétence est... oui, monsieur Neuville, non, nous ne maîtrisons plus rien. Il faut quand même l'avoir en tête, et c'était une des raisons pour lesquelles nous nous opposions à la métropole. Et vous touchez du doigt aujourd'hui la réalité de ce qu'il se passe. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies, Madame le maire. Vous pensez que Madame Vassal ne va pas prendre vos demandes concernant le PLUI ? Vous êtes capable de dire ça ce soir ? Eh bien, c'est faux. Je veux dire, vous allez aller voir Madame Vassal et elle prendra votre PLU. Donc,
Madame Flau. Mettez en place un rapport de force aussi avec la population pour pouvoir négocier. Madame Flau, s'il vous plaît, juste permettez-moi, mais vraiment, enfin, il y a un moment donné, j'ai vraiment besoin que vous arrêtiez de mettre en doute tout ce que je dis. Parce que je veux bien que vous imaginiez que je vous attaque en permanence, mais se sentir sur un tribunal en permanence, c'est très délicat aussi. En permanence, dès que je dis quelque chose, vous le contredisez et vous m'attaquez. Donc moi, je travaille totalement en toute transparence, et alors j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, il faut bien que vous entendiez, madame, que le PLUI est porté par la métropole. Et il est porté par territoire. Donc oui, nous avons eu des discussions avec le CT2, bien entendu. Et la dernière discussion, puisque vous n'allez pas me croire, parce que comme je ne vous dis pas la vérité, mais je vous le dis quand même. La dernière discussion portait justement, et je suis intervenue justement en conférence des maires sur le sujet, en leur demandant de m'arrêter un calendrier pour la concertation avec la population, et que pour moi il était hors de question de produire un document sans avoir concerté. Vous me croyez pas, c'est pas grave, mais en tout cas je vous le dis, et vous pouvez interroger n'importe quel maire de la conférence des maires, on était tous présents, qui vous le confirmera. Donc oui, le PLUI est porté par le CT2, que ça vous plaise ou non, et nous avons des lois à respecter et qui arrivent directement de notre gouvernement, donc on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut non plus. Les Fuvelins ne pourront pas faire ce qu'ils veulent non plus. Malheureusement, on est régi par des règles, bien entendu. Il n'y a pas de souci là-dessus, on se pliera. Mais la concertation, croyez-moi, elle va être faite. Mais elle va être faite en fonction du calendrier de la métropole. C'est pas moi qui en décide. Que ça vous plaise ou non, je suis désolée, Madame Flau, de vous le dire. Votre autonomie et lancer la concertation. Il y a le PADD qui a été fait, il peut tout à fait être partagé avec la population. Le PADD a été fait en concertation. Comment, madame? Vous vous souvenez quand même? Comment a-t-il été fait, le PADD? Il peut maintenant être partagé. Non, mais Madame Flau, rappelez-moi la concertation sur le PADD, s'il vous plaît. Rappelez-moi comment ça s'est passé. Et c'est la même chose, je vous dis, le PADD a été... On parle du PADD, madame. Vous me parlez de la concertation et du PADD. Je vous parle de la concertation du PADD. Rappelez-moi comment elle a été faite. Est-ce que chaque village a pu concerter? Non. Mais vous pouvez faire connaître le PADD à vos citoyens. Mais c'est une volonté. Il n'y aura aucun problème pour le faire, madame. On parle du PLUI, là vous me parlez du PADD. C'est pas tout à fait pareil, hein, parce que je vous prie de croire que les lois qui nous sont imposées et tout ce qui nous est imposé... non, vous ne m'écoutez plus, c'est pas la peine que je vous réponde, donc. Vous m'écoutez plus? Pas grave, on passe à autre chose. Le PLUI n'est pas le PADD, or le PADD est une pièce du PLUI. Pas du tout. Exactement. Bon. Le PADD est de portée supérieure. Pardon? Le PADD est de portée supérieure. Il s'impose au PADD. Bon, de toute façon, vous mettez en doute tout ce que je dis, donc écoutez, effectivement... Pardon? Qu'est-ce qui vient d'être dit? C'est pas ce que dit Mme Flau. C'était le contraire que Mme Flau a dit, mais c'est pas grave. Bon, allez, on passe aux affaires générales, parce que décidément, ça ne va pas être possible. Voilà. Donc, votre lecture, le 2.1, c'est la modification du règlement intérieur des salles communales. Alors, par délibération numéro 19 en date... Par délibération numéro 19 en date du 19 février 2018, le Conseil municipal a adopté le règlement intérieur des salles communales. Par délibération numéro 72 en date du 26 octobre 2020, le Conseil municipal a approuvé l'avenant 1 de ce règlement intérieur modifiant l'annexe 2, tarif de location des salles communales. Il a été convenu avec les élus et les services d'apporter certaines modifications portant essentiellement sur les conditions de mise à disposition et l'usage des équipements. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le règlement intérieur des salles communales ainsi modifié.
On reprend les points? Non. Si vous voulez. Vous voulez que je reprenne les points? Ou c'est pas la peine, vous avez des questions? Je pense qu'on l'a lu. Voilà. Oui. On va juste rajouter, intégrer à l'intérieur la charte zéro plastique. D'accord. Voilà. Et après, ben, voilà, si vous n'avez pas de questions. Oui, on a deux petits points là. Donc la question, ça portait sur le tarif, puisqu'en fait, donc, le tarif a plus ou moins augmenté. Donc la question est que, est-ce que ce coût de location des salles est valable pour toutes les salles, puisque toutes les salles n'ont pas la même superficie, n'ont pas forcément le même taux d'occupation? Est-ce qu'elle est valable pour toutes les associations, ou est-ce que vous avez prévu peut-être, selon la taille de l'association, son objet Elle a augmenté, mais pas pour les associations. Pour les associations, c'est gratuit. Et sauf les associations qui vont faire un bénéfice, qui vont faire des activités, qui vont, eux, demander de l'argent aux personnes qui vont entrer ou aux exposants. Là, ça sera payant, mais sinon, toutes les associations auront l'entrée gratuite pour toutes les salles. Parce que la phrase, en fait, si vous voulez, peut-être que c'est parce que la phrase ne nous a pas paru, elle ne nous a pas sauté aux yeux, c'est lorsque l'association utilise en sus des créneaux récurrents qu'elle occupe, des locaux le week-end ou en période de vacances scolaires, pour organiser des stages ou des manifestations payantes. Voilà. Ces occupations donneront lieu à une tarification par la commune à hauteur de 100 €. Voilà. Par exemple, on pensait à des associations qui peuvent faire, je sais pas moi, il y a, par exemple, Chef and the City avait organisé des petits stages de cuisine, etc. Est-ce que c'est pour ces associations-là? Ça sera aussi 100 € par jour? Voilà, c'est ça la question qui nous est venue. Chef and the City, déjà, c'est pas une association, c'est une entreprise. Elle a une convention, c'est des conventions. Elle a une convention avec le CCAS et surtout Chef and the City, en fait, pratique dans ses locaux. Elle ne bénéficie pas de ça municipal. Parce que moi, j'étais venue à une de ces manifestations ici, c'est pour ça, je me souviens qu'elle avait animé des ateliers d'enfants. Non, mais ça peut être n'importe quelle heure. Alors, je peux vous dire, je sais pas moi, quelqu'un qui ferait éventuellement de la poterie, qui se créerait, s'il a envie d'animer un atelier le week-end, est-ce qu'il paierait aussi 100 €? Alors, voilà. En fait, à partir du moment où c'est un stage payant ou quelque chose où... qui va être payant pour les gens qui vont entrer dans cette poterie ou dans ce que vous voulez, oui, ça sera payant. Sinon, ça sera gratuit. D'accord. Donc, c'est uniquement dans les créneaux que vous aurez définis dans les réunions Les créneaux par rapport aux disponibilités aussi. D'accord. Donc vous ne pensez pas qu'il y a peut-être des petites associations qui feront plus d'animation, parce que 100 €, ça fait cher si vous faites payer, par exemple, vous payez 5 € le stage et que vous avez 10 personnes, ça ne vous paye pas le prix de la journée. Voilà. C'est pas ça du tout. Pour les associations fivelaines, ça sera gratuit. Voilà. Je vous prends le théâtre. D'accord. Voilà, vous faites une animation théâtrale, ça sera gratuit. Voilà. Ok, ça va. Les stages pour les enfants que vous allez organiser seront gratuits. D'accord. Bon, voilà. Ok, ça va. Merci beaucoup. Et pour des salons, par exemple, vous voyez, le salon, des salons qui peuvent, qui font payer qui font payer l'emplacement aux personnes qui viennent, vous voyez. D'accord. Ah, voilà. D'accord. C'est ça. C'est pour ça que ça va. Non, mais voyez, j'avais pas. Voilà. Alors après, on avait une autre question sur la question du stocker du matériel, parce que en fait. Moi, j'ai été adhérente d'une association qui stockait du matériel, par exemple, dans la salle qu'on appelait avant du tir à l'arc, donc qui est à côté du gymnase. Donc, vous dites qu'il est interdit de stocker du matériel dans les salles. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus possibilité pour les associations sportives de laisser du matériel dans les salles, ou est-ce que vous envisagez de mettre peut-être des casiers où ils mettraient leur matériel qu'ils laissent, parce qu'ils ne peuvent pas toujours partir et revenir avec tout? Non, il y a rien qui va changer, mais après, peut-être il y en a qui déposent sur des coins de salle, et que c'est par rapport à ça. Mais après, je vous prends le tir à l'arc, tout est placé. On ne va pas changer. Je vous prends l'AGV au complexe Saint-François, il y a les armoires, on ne va pas les changer, on ne va rien enlever.
Voilà. Ok, donc ça reste comme ça l'était, c'est-à-dire là où il y a des box où les gens peuvent ranger, ça restera. D'accord, voilà. Ok. Pour éviter les débordements. Voilà, c'est pour éviter les débordements. Après, une petite question que, bon, ça m'avait été posé. Est-ce qu'il y a un planning de nettoyage de ces salles communales? Oui. Par la mairie? Oui. Il y a un planning de nettoyage? Oui, il y a un planning. Et vous avez... parce que par exemple, dans cette salle, c'est vrai que souvent les gens se posaient la question de savoir si c'était nettoyé ou pas, parce qu'on avait on a eu des problèmes de gens qui avaient... Quelle salle? La salle du tir à l'arc, par exemple. Là. Ah ben c'est nettoyé par une agent, ouais. Mais elle va pas venir tous les jours, quoi. Non, mais voilà, est-ce que c'est nettoyé c'est nettoyé tous les mois? Et je crois que c'est Kéra qui fait le planning. Non, c'est toutes les semaines, pas tous les mois. Toutes les semaines, d'accord, ok, merci. Et un dernier point, vous dites que la remise des clés sera faite en main propre. Est-ce que... il y a des bénévoles qui travaillent, qui parfois ne peuvent pas venir chercher les clés. Est-ce qu'il pourrait y avoir... Par rapport à quoi? Pour le week-end, par rapport au week-end? Voilà, au week-end, ou par exemple le soir, ou... C'est les élus de garde. Donc voilà, c'est ça. C'est les élus de garde qui vont venir donner les clés, contrôler, faire un état des lieux. D'accord. Et parce qu'il y a eu des retours où justement les salles qu'on prêtait étaient sales. D'accord. Et c'est sûr qu'à la fin du week-end, c'était la faute à personne. Donc voilà, on va faire un état des lieux et voilà, prendre des photos. Voilà, on met tout en place pour que l'association ou les gens qui louent derrière soient responsables de c'est ça. Ok. Bon, merci beaucoup pour vos réponses. Donc. Tu sais, le planning d'occupation, y compris les ménages sera affiché. C'est ça, Bon, il nous reste à voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, on passe à l'environnement. Pour le comité consultatif de développement durable de Fuveau, création et élection de ses membres. Non, je fais court. Bonsoir à tous. En effet, il s'agit de la première phase de la mise en place du comité consultatif pour le développement durable à Fuveau. Et je ne vais peut-être pas tout vous lire le texte. Le but dans cette assemblée, c'est d'élire les élus qui vont représenter le conseil municipal dans ce comité consultatif. Comité consultatif dont la délibération suivante sera l'adoption de son règlement intérieur et qui devrait s'installer normalement au mois de juin selon les conditions. Voilà. Donc, on va procéder donc à un scrutin de liste. On peut faire au reste, à main levée, si vous le souhaitez. Il y a deux... Je ne sais pas quels sont les candidats pour la liste B. La liste A, elle est établie et vous l'avez eu dans votre pochette. La liste B, si vous avez 5 noms pour titulaires et 3 noms pour les suppléants. Est-ce qu'on vote on peut poser des questions avant ou on vote d'abord? Comment vous voulez? On peut... Oui, vous pouvez poser des questions, oui. Sur le règlement intérieur? Non, le règlement intérieur, c'est la délibération suivante. Alors on a des questions sur la composition, en fait. Donc en fait, pour commencer, on salue cette démarche qui reprend certaines des promesses de campagne sur la démocratie participative et sur l'environnement, en particulier la signature du pacte pour la transition. Donc on va voter pour cette délibération. Cependant, on a des questions quand même sur l'adéquation, sur la voilure en fait du CCDDF. Le pacte de transition que vous avez signé, vous vous êtes engagé pour 25 points, ce qui est conséquent. Et le CCDF qui est proposé, il va se réunir 2 fois par an et il n'inclut que 4 citoyens.
Donc la question est de savoir ce qui est marqué dans les documents, c'est qu'il regroupe à la fois le comité de pilotage qui existait avant pour l'agenda 21 et le comité participatif qui existait déjà, qui s'appelait à l'époque le comité de travail, le groupe de travail, il y a eu différentes nominations. J'ai fait partie de ce comité de travail. Il y a des choses qui ont avancé grâce à ce comité de travail. On a travaillé on a consulté les habitants sur les déchets, sur les transports. Il y a eu un beau projet de végétalisation qui a démarré grâce à ça. Il y a eu une charte pour les éco-manifestations, donc tout ça c'est positif. L'impression que j'ai, que nous avons en lisant la définition du CCDDF, c'est que c'est plutôt un comité de pilotage qu'un comité participatif. Voilà, donc c'est à la fois un commentaire autant qu'une question. Est-ce que c'est pas 2 réunions par an, ça va être un peu juste pour faire avancer 25 points du pacte de transition? Donc est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont prévues en parallèle? Alors, 2 réunions par an, je pense que c'est un bon rythme. Les réunions devraient être des réunions à thème, comme vous l'avez remarqué dans le pacte pour la transition écologique que nous avons signé en mars, il y a 25 points. Les 25 points ne seront pas abordés de manière immédiate et à chaque réunion, parce que sinon ça deviendrait infernal. Et ensuite, la réunion, si vous voulez, du comité de suivi et du comité de pilotage en une seule assemblée nous semblait judicieux, parce que les 2 dernières années du comité de suivi notamment, on a bien remarqué qu'il y avait une abstention citoyenne quand même un peu importante. Vous étiez là, et Agnès également, et Jean-François Dubé aussi. Mais il y avait une abstention importante de la part des citoyens. Peut-être était-ce la lassitude, malgré les résultats obtenus. Je vous rappelle que vous avez cité quelques résultats importants. Il y avait notamment aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui avait été une très belle présentation en fin 2019, avec des résultats probants. Donc on essaye de renouveler un peu la structure de conciliation et de concertation et de participation citoyenne en créant une autre structure, mais sans avoir à multiplier les réunions qui sont parfois chronophages. Voilà. Mais là, c'était la délibération plutôt sur l'élection. Donc, est-ce que vous avez des candidats à proposer? Alors, on a des questions sur la composition. La composition du... C'est dans le règlement intérieur, ça. Dans le règlement intérieur? C'est la délibération suivante, ça. On est sur la 3.1, c'est ça? La 3.1, elle inclut la on peut répondre quand même. Hein. En fait, la composition qui est indiquée, donc Madame le maire, 5 élus, la directrice générale des services, 4 citoyens, 2 représentants, 2 institutionnels, c'est bien. En fait, ce que l'on pense, et on propose de mettre au vote un amendement sur le sujet, on pense qu'il serait bien de rajouter à cette composition des experts qui viendraient du monde associatif. Le monde associatif est très, comme vous le savez, très développé sur ce volet environnemental, développement durable. Il y a des associations Fuvelaine, il y a des associations nationales qui sont représentées à Fuveau par des Fuvelins. Il y a 60 associations qui soutiennent le pacte de transition. Donc il y a obligatoirement des Fuvelins dans ces 60 associations. On pense qu'il est bénéfique pour la commune, pour tout le monde, de pouvoir bénéficier de l'expertise de terrain, de l'expérience de ces différentes associations. Et on souhaiterait donc rajouter à la composition 2 personnes venant d'associations, peut-être une Fuvelaine et une extérieure, qui seraient un peu sur le mode des associations qui sont présentes au sein du CCAS. Un appel à volontaires, et puis une décision de Madame le maire pour choisir les 2 représentants. Alors, concernant la représentativité au sein de la commission, vous avez oublié quand même une catégorie que nous jugeons importante, ce sont les jeunes.
et nous espérons qu'au moins 2 jeunes issus du conseil municipal des jeunes qui va se former d'ici quelques mois seront candidats, si vous voulez, à participer à nos travaux. Et moi, je souhaite fortement que les tranches d'âge aillent du CM2 à un troisième. Mais un troisième ou quatrième, je pense que ça faisait la partie d'un débat. Et Agnès, qui était à la réunion la semaine dernière, était également favorable. Donc les jeunes, à mon avis, sont une partie importante des membres. Concernant le milieu associatif, selon les thèmes abordés, selon les séances et les thèmes abordés, en effet, on pourra inviter de manière exceptionnelle des experts ou des associations qui pourront participer aux travaux, mais ça se fera au coup par coup et selon les thèmes. Voilà, donc nous, alors je ne sais pas comment ça marche pour l'amendement, qu'on vous a envoyé plus tôt dans la journée. Notre amendement propose que ces 2 associations fassent intégralement part du CCDD. Je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre que les associations qui en effet travaillent dans le milieu du développement durable et écologique sur Fouveau seront invitées d'une manière temporelle pour un temps donné à participer aux travaux de la commission. Mais actuellement, la commission vous est proposée avec un nombre de 15 membres. Également, il y a une possibilité pour des personnes intéressées sur les sujets à postuler en tant que citoyen dans la liste des 4 citoyens équivalents qui participeront aux travaux du comité. D'accord. Donc comment est-ce qu'on fonctionne pour l'amendement? Dans quel ordre est-ce qu'on... Je pense que Madame le maire va vous donner la réponse. Parce que moi j'ai l'impression de ne pas être compris. Alors, non, mais en fait, on a proposé un amendement formel que l'on souhaite mettre au vote. Vous souhaitez mettre au vote comme à l'Assemblée nationale? Ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, dont acte. C'est prévu dans le règlement. Pardon, monsieur Samar, excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Eh bien, très bien, mais votons. Votons, pas de souci. Qui est contre? On vote à main levée, bien sûr, oui. Contre l'amendement. Mais est-ce que vous voulez qu'on vous expose rapidement notre amendement? Vous venez de le faire. Encore une fois, je rappelle qu'on n'est pas dans le sujet de la délibération. Le sujet de la délibération, on délibère actuellement sur la 3.1, non pas la 3.2. Le sujet de la délibération, c'est l'élection des membres du conseil municipal au comité consultatif. Donc, si on pouvait reprendre les choses dans l'ordre, peut-être que ça faciliterait les choses. Donc, je reviens à ma première question, c'est quels sont les membres de l'opposition qui sont candidats sur la liste intitulée liste B, de manière à ce qu'on procède au vote. Et si vous le souhaitez, pour aller plus vite, on peut faire le vote à main levée. J'attends votre liste, s'il vous plaît. Donc la liste, et puis on fera l'amendement. Après la liste titulaire, moi-même, Carole Ciorato, Agnès Pelens et Bernard Fargovla et Dominique Flau. Et les suppléants, Martine Iobé, Christophe Neuville et Frédéric Solnon. Madame le maire, vous procédez au vote. Vous voulez procéder au vote à main levée ou On va demander aux membres, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse à main levée ou est-ce que vous voulez qu'on fasse à bulletin secret? À main levée, ça vous ira? Allez. Alors, donc la liste A, vous en avez connaissance puisqu'elle est sous tous vos yeux. Donc, qui est pour la liste A? Madame Ciorato.
Madame Surato, vous êtes pour ou contre? Excusez-moi. Ah d'accord. Comme vous le voyez là. Qui est contre et qui s'abstient? Ou liste B. Bon, ben moi je fais comme ça. Liste B. Qui est pour? Donc c'est pas la peine de dire contre. Allez, vas-y. Donc le résultat, c'est liste A, 25 voix pour, et liste B, 8. Donc, en procédant au mode de scrutin au plus fort reste, les élus sont pour la liste A, Madame Parer, Monsieur Chêne, Madame Veuillet et Madame Filippetti. Et les suppléants, Nathalie Aubrieux. Oh. Suppléant de la liste A. Monsieur Pinxon-Ducel devient titulaire, pardon, excusez-moi. Dans les suppléants, Madame Aubrieux, Monsieur le maire et Monsieur Albanese et Madame Liobé. Est-ce qu'on est titulaire d'une personne, on est suppléant d'une personne, on n'est pas suppléant de la liste, comment ça se passe? Par exemple, il y a 3 personnes dans la liste A qui n'y vont pas, est-ce que le suppléant de la liste B doit venir? Non. Le suppléant de la liste A supplée les titulaires de la liste A. Voilà. Le suppléant de la liste A supplée un membre titulaire qui ne pourrait pas assister à la réunion. C'est pas de l'un à l'autre. Hein. Donc pour faire simple, si je suis absent, qui est-ce qui me supplée? Madame Liobé. Madame Liobé. Non mais parce que vous avez 3 suppléants et 4 titulaires. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous voyez, vous avez 4 titulaires et que 3 suppléants. Donc je me dis, il manque un suppléant. Ouais, il manque un suppléant. C'était juste, voilà. Madame Liobé est suppléante de Monsieur Pinxon en camp de... Voilà. Et nous avons 4 élus et 3 suppléants, je pense que ça suffit. Donc je vous remercie pour ce vote. Donc on va repartir donc sur le règlement intérieur du comité consultatif avec la délibération 3.2. Donc on peut reprendre vos questions. Donc je vous ai répondu concernant le nombre de membres que nous souhaitons rester à 15. Et vous souhaitiez qu'on se prononce sur un amendement que vous nous avez fourni ce jour. Donc je le précise un peu plus. Donc on propose à l'article 1 de modifier la composition pour ajouter 2 représentants d'associations engagés dans la transition écologique, candidats nommés par le maire. Et de la même façon, dans l'article 2, d'ajouter dans la description des membres 2 personnes représentant des associations engagées dans la transition écologique. Et ensuite, tout le reste, c'est que du remplacement ou de la modification en fonction de ces changements-là. Cette même modification reportée partout où ça s'applique dans le règlement intérieur. Donc, si Madame le maire le souhaite, on peut se prononcer sur cet amendement. Oui, bien sûr, on peut voter. Qui est... Non, vas-y, tu peux faire voter l'amendement, il n'y a pas de souci, c'est pas précisé dans le qui est contre cet amendement? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc par 25 contre 8, l'amendement est rejeté. Si vous avez d'autres questions sur le texte qui vous est soumis, je peux répondre. Non? Alors on va passer au vote
sur l'adoption du règlement intérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, chers collègues, de votre confiance. Alors, on passe aux finances avec la subvention exceptionnelle à l'amicale du personnel municipal pour Noël 2021. Donc la commune participe et offre, au titre de sa politique d'action sociale, plusieurs prestations à ses agents municipaux. L'ensemble des prestations et manifestations est étudié en partenariat et concertation avec l'amicale du personnel municipal qui a souhaité administrer en direct le budget consacré par la commune à ces différentes actions. L'objectif étant de gérer de façon beaucoup plus souple les crédits octroyés et de bénéficier de nombreux avantages. Il s'agit donc pour l'exercice 2021 d'achat de jouets de Noël pour les enfants du personnel âgés de 0 à 14 ans pour un montant de 2 900 € et d'une participation au spectacle de fin d'année des enfants du personnel pour un montant de 1 600 €. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de répondre favorablement à cette demande, sous réserve toutefois de délibérer chaque année de façon spécifique sur le montant des prestations d'action sociale à verser sous la forme de subvention à l'association amicale du personnel municipal, soit 4 500 € pour l'exercice 2021, et de contrôler annuellement que les sommes versées ont bien été utilisées aux fins initialement prévues. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, ensuite, c'est la subvention pour l'association de la Féline Méreillez. Le maire est habilité à un double titre de mettre fin à l'errance ou à la divagation des animaux. Au titre de son pouvoir de police générale qu'il contient en vertu de l'article 2212.2 du Code général des collectivités territoriales, qu'il habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et au titre des pouvoirs de police spéciale qui lui attribuent au Code rural. Ainsi, une convention a été passée avec l'association La Féline Méreillez, dont le siège social est basé à Fuveau, pour s'occuper bénévolement des félins errants sur le territoire de Fuveau. Aussi, l'association castre et stérilise les chats, les soigne en cas de pathologie ou chirurgie urgente afin d'éviter toute prolifération et transmission de maladies et intervient sur le signalement et plainte de riverains ou de la commune. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention d'un montant de 2 500 € pour l'exercice 2021 à l'association La Féline Méreillez. Et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Qui est contre? Ou à moins que vous ayez des questions, pardon. Pas de questions là-dessus? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, le 4.3, c'est la demande de subvention auprès de l'État au titre du plan de relance et en particularité sur le DSIL, qui est la dotation aux équipements aux territoires ruraux, qui est pour nous, chemin de Saint-François, exercice 2021. Donc, ce sont des travaux qui viendront finaliser les aménagements du quartier Ouvière. À l'issue des chantiers de réhabilitation des tennis et des terrains de paddle, de la réalisation des 18 logements en accession et des 12 logements locatifs sociaux du foyer logement, il convient de reprendre l'ensemble de la voirie du chemin de Saint-François et de ses annexes. Il est prévu de reprendre l'éclairage public, les réseaux secs et humides, de créer une piste cyclable pour assurer la continuité entre le parking Guérin-Marchy et où elle existe déjà, jusque devant l'école élémentaire Ouvière, de reprendre les trottoirs très abîmés dans cette partie-là, de créer une liaison piétonne entre les différents parkings existants et enfin de créer un véritable parvis devant l'école afin que les enfants puissent entrer et sortir en toute sécurité. Donc il y a 3 tranches pour le projet. Une première tranche ferme
qui concerne la voirie entre le carrefour qui descend devant l'école et le lotissement Saint-François. Un montant des travaux qui s'estime à 516 605 € hors taxes, dont 74 700 € pour le traitement du pluvial et des eaux usées. Une tranche optionnelle pour la voirie entre le carrefour qui descend devant l'école et l'entrée du lotissement La Bégude-Houvière. Montant des travaux 370 292 50 centimes hors taxes, dont 93 760 pour tout ce qui est pluvial et les eaux usées. Une deuxième tranche optionnelle, voirie entre le carrefour et le lotissement Le Solfège, montant estimé des travaux de 493 295 € hors taxes, dont 172 810 € pour le pluvial et les eaux usées. Une tranche 3 pour la reprise du cheminement entre le parvis de l'école et le parking créé derrière le restaurant scolaire, 34 892 € estimés. L'enveloppe prévisionnelle de travaux après étude d'avant-projet sommaire s'élève à 1 073 814,50 € hors taxes, hors réseau pluvial, eau potable, eau usée, et auxquels s'ajouteront les frais d'études. Donc le financement serait la commune à hauteur de 30%, l'État à hauteur de 26% et le département à hauteur de 44%. Aussi, il est proposé, sauf si vous avez peut-être des questions, après les questions, il sera proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le plan de financement de cette opération, de solliciter l'aide financière de l'État la plus élevée possible au titre du plan de relance, dotation d'équipement aux territoires ruraux, et enfin d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, une première question. Dans le document que nous avions reçu, on parlait d'1,4 million. Ce n'est plus le même montant, vous confirmez ? C'est des transferts des compétences métropolitaines. C'est-à-dire que les travaux seront pris pour la métropole. Donc l'écart, en fait, ça correspond aux compétences métropolitaines, qui est l'assainissement du pluvial et l'assainissement des eaux usées. Donc c'est intégré au marché, puisqu'on aura un TTMO, c'est-à-dire un transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour le temps des travaux, mais ils seront en fait remboursés à la commune. C'est pour ça, c'est ça l'écart entre le total du marché qui avait été estimé alors qu'on avait encore la compétence et aujourd'hui. D'accord, c'est clair. Eh bien, nous souhaitons également déposer un amendement sur ce sujet-là. Si vous voulez bien qu'on vous l'expose. On vous écoute. Donc, exposé sommaire. Nous n'avons pas vu ce projet dans vos priorités de votre mandat. De plus, nous parlons dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local, les priorités ont été clairement exposées par le gouvernement et nous ne sommes pas certains que ce projet puisse y correspondre. Par contre, vous aviez dans votre programme la création d'un réseau continu de cheminement doux et cela correspondrait parfaitement aux objectifs de cette DSIL. Donc nous proposons de modifier l'objet de cette délibération, ce projet, dans les termes suivants. Le premier projet consiste à intensifier et sécuriser les modes de déplacement doux, pistes cyclables, cheminement piéton et des liaisons interquartiers. Aujourd'hui, FUVO manque d'un réseau cohérent et continu de cheminement doux, permettant de relier ensemble les différents quartiers, équipements collectifs, stades, gymnases, écoles, collèges, piscines, lieux d'activité, centre-village, rond-point de l'Europe. Dans une vision métropolitaine, ce nouveau réseau visera à favoriser les connexions avec les villages voisins et les gares de transport collectif. Ce premier projet permettrait donc de définir en concertation les itinéraires à aménager en priorité, de définir pour chaque itinéraire la meilleure solution technique,
pistes cyclables, bandes cyclables, ouverture ou réhabilitation de chemins cyclables, utilisation de chemins privés à faible circulation. Et enfin, d'exécuter les travaux nécessaires. Une première tranche célébrée à 1 400 000 € hors taxes, correspondant à une dizaine de kilomètres de bandes cyclables et 2 à 3 kilomètres de pistes cyclables. Mais 1,4 million, vous voulez calculer comment? Pardon? Alors, il y a pas mal de littérature sur la création de voies cyclables en ce moment sur Internet. Les pistes cyclables sont estimées entre 200 et 320 000 € et les bandes cyclables entre 20 et 50 000. Ce sont des prix moyens qui ont été pris. D'accord. Oui, bien sûr, tu peux dire un mot. Juste, je ne sais pas où est-ce que vous avez vu que ce n'était pas une priorité pour nous, ces tranches de travaux et ces travaux réalisés. Juste pour information, dedans, dans la tranche 3, dans la tranche 4, dans la tranche 2, il y a ce qui concerne le parvis de l'école Louvière. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis déjà 3 ans en concertation avec les parents d'élèves, avec les enseignants. Donc oui, c'est une de nos priorités. Et ça faisait partie, une grosse partie de ce projet faisait partie intégrante du contrat avec le département. Hein, donc c'est le dernier d'ailleurs projet qui est à financer par le département. Voilà. Donc on l'avait tout à fait intégré. Quand vous dites que vous ne pensez pas que ça soit éligible à la DSIL, alors je ne sais pas si on a les mêmes informations, mais toujours est-il qu'il y a une différence entre le plan de relance de l'État, qui effectivement, c'est la métropole qui s'en est emparée, et il faudra que ce soit des projets métropolitains, tout à fait. La DSIL, c'est encore autre chose, et la préfecture peut tout à fait financer ce genre de projet que nous proposons. Quant au plan vélo dont vous parlez, on est tout à fait d'accord sur ce sujet, comme quoi, vous voyez, on a des points sur lesquels on se retrouve sans problème, et notamment sur le plan vélo, on est tout à fait d'accord sur la nécessité d'en élaborer un. Mais élaborer un plan vélo, sincèrement, pour moi, c'est pas les élus qui sont capables de le faire. Donc nous avons saisi l'OPA, justement, vous savez, c'est l'agence urbanisme du Pays d'Aix que nous payons tous les ans, puisque nous avons un accord, et nous l'avons saisi officiellement pour qu'elle travaille sur un plan vélo, et un maillage qui nous permette justement d'imaginer. Ça fera partie de notre PPI justement, et ça fait c'est une partie intégrante. Il va falloir que tous les ans on ait quelque chose pour avoir un plan vélo qui soit cohérent et qui puisse s'intégrer totalement dans la vie de villageois. Parce que je vous rejoins, faire des pistes pour des pistes, ça sert à rien. Il faut vraiment que ça serve, quoi. Voilà, au prix où c'est, effectivement. Juste une petite remarque. Effectivement, notre questionnement par rapport aux priorités de la DSIL faisait référence à nos échanges lors du dernier conseil municipal, où on voyait notamment apparaître la notion de projet en faveur de la transition écologique, la rénovation thermique, la construction de bâtiments passifs labellisés, des modes de transport décarbonés, des projets valorisant la résilience des territoires, exemple des maisons de santé, etc., ou des projets liés à l'entretien du patrimoine historique et culturel. Et, voilà. Et il ne nous semblait pas que ce projet, alors même si j'entends parfaitement qu'il était programmé depuis un certain temps, mais en fait ça nous donne l'impression qu'effectivement c'est une opération de voirie qui était déjà programmée, et que de toute façon, cette opération, elle était prévue, elle aurait été réalisée. Mais c'est dommage de mobiliser de solliciter un financement qui, a priori, avait une autre destination, et notamment en termes d'équipement public. Et là, on ne crée pas un équipement qui va rendre du service, on crée de la voirie supplémentaire, quoi. Et c'est dommage de consacrer
encore, enfin voilà, on a une opportunité qui effectivement bénéficie à la relance en termes d'activité, le temps de la durée des travaux, mais quand les travaux sont terminés, le bénéfice de ce plan de relance et de cette DSIL, il est consommé. Donc voilà, c'était pour expliquer un peu le sens de notre remarque et le sens de l'amendement. Avez-vous noté l'impératif pour avoir ces subventions au niveau des dates? C'est une question. Oui, vous avez compris au niveau, quand est-ce que les projets devaient être finis sur le plan de relance? Le projet proposé... Non seulement je l'ai compris, mais je relis la réponse que vous avez apportée lors du dernier conseil municipal, donc la réponse est dedans. Donc oui, c'est noté. 23 février avec 26 février. Alors non, ça c'est c'est le dépôt de la demande de subvention. Oui. Les travaux réalisés doivent être terminés en 2023. 2023. Et comme je vous le disais en préambule, nous avons saisi l'OPA pour faire justement un plan vélo et faire quelque chose de cohérent. Donc ce ne sera pas fini en 2023. J'aurais pas fini mon plan vélo. Je ne peux pas demander à l'OPA, je ne pouvais pas lui demander de me le finir avant le 26 février, avant de faire les demandes de subvention. Et sincèrement, tout le plan vélo ne pourra pas être financé avant 2023. Voilà. Mais par contre, nous avons la métropole qui a mis dans son plan de relance métropolitain plus de 10 millions d'euros, justement la création de plans de vélo métropolitains. Et comptez sur nous pour s'inscrire totalement dans la demande de des fonds de concours correspondants. C'est dans le... Pardon? Ah oui, il faut faire voter l'amendement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou est-ce qu'on peut passer au vote sur cette délibération? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, la délibération est adoptée. La délibération 4.4 concerne la demande de subvention auprès de l'État au titre du plan de relance pour la DSIL, encore une fois, pour la Bastide Vitalis. Donc, les travaux consistent à réhabiliter et à transformer la Bastide Vitalis. Une équipe de maîtrise d'œuvre travaille depuis plusieurs mois sur ce projet et finalise le dossier de consultation des entreprises. Il s'agit, je vous rappelle, donc de réhabiliter le sous-sol constitué de 3 voûtes afin d'y intégrer une cave à vin, un sanitaire public, de réhabiliter le rez-de-chaussée pour y intégrer une cuisine et un restaurant, de démolir et reconstruire le premier étage pour y intégrer des locaux polyvalents, donc salle de réunion, tisanerie et locaux annexes, de démolir et de reconstruire le 2e étage afin d'y réaliser une très grande salle de réunion et annexe. Enfin, de créer un ascenseur PMR depuis le parking pour accéder aux 3 niveaux supérieurs. L'enveloppe prévisionnelle, après une étude d'avant-projet détaillée, s'élève à 1 187 500 € hors taxes, auxquels viendront s'ajouter les frais d'études pour un coût d'opération estimé à 1 293 847 €. Donc le détail des financements, c'est la commune à 30%, à hauteur de 30%, l'État à hauteur de 20%, le département à hauteur de 25% et la métropole à hauteur de 25%. Aussi, il est approuvé à l'Assemblée délibérante d'approuver le plan de financement de cette opération, de solliciter l'aide financière de l'État la plus élevée possible au titre du plan de relance, DSIL aussi 2021 ou DETR, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Quelques questions? On vous écoute, Monsieur Tarabla. Alors, que devient le projet qui avait été, créé par un comité que vous aviez fait à propos du restaurant, à propos de... Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que... Non, c'est toujours valable, bien entendu. C'est-à-dire que la personne qui avait été choisie reste toujours dans la course? Tout à fait. D'accord. Après, je vois... Qu'est-ce que vous entendez par une cave à vin?
Mais c'est-à-dire que ce sera la cave du C'est la restaurant. personne qui a choisi, qui souhaite faire... en fait, lui, il souhaite... alors, il paraît que ça se fait, je ne savais pas moi, mais louer, si vous voulez, par exemple, si vous n'avez pas de cave à vin chez vous, si vous n'avez pas... Voilà, vous louez chez lui une cave à vin, vous lui amenez et il vous conserve le vin lui-même. En fait, il vous loue, c'est un peu comme un garde-meuble, quoi. Il vous garde vos bouteilles. Il faut avoir confiance, hein. Ça reste dans le projet du restaurateur. Oui, bien entendu. Maintenant, pour... Maintien en frais, oui. Maintenant, pour ce qui est... il y avait eu une commission qui avait décidé qu'à l'étage, il y aurait eu l'office de tourisme, ça a sauté. Ouais. Est-ce que vous comptez refaire une commission pour un peu savoir, même si c'est destiné aux associations, est-ce que... Oui, ce sera des salles communales, oui. Que des salles communales. Ouais. Après, honnêtement, pour le moment, on est plus justement dans la demande de subventions et tout ce qui est, comment dire, urbanistiquement possible. Et dès qu'on en sera là, bien sûr, s'il y a la nécessité d'avoir des salles d'association, ben, on concertera, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, il n'y a pas de demande particulière, mais rien n'est arrêté sur le sujet. D'accord. Non, on aurait pu imaginer de créer une maison des associations, par exemple. C'est ça. Avec un accueil destiné aux associations, installer du matériel, tout ça. On peut l'imaginer. Ça pourrait être imaginé par une sorte de comité avec les associations. On pourrait, c'est vrai. On en discutera lors de notre rendez-vous. Pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, le 4.5, c'est la société anonyme d'HLM Famille et Provence pour la réalisation de logements sociaux avec une garantie partielle d'emprunt. Alors, la société anonyme d'HLM Famille et Provence va démarrer prochainement la réalisation de l'opération nommée les Jardins du Repos, dont on a parlé tout à l'heure, de construction de 3 logements locatifs, 2 type T2 et un type T3 sur la 56E à Fuveau. Cette opération, financée au moyen de prêts plus construction plus foncier, PLAI construction, PLAI foncier et PHB2, devra faire l'objet d'une demande de contrat auprès de la Caisse des dépôts et de consignation. Donc la société anonyme HLM Famille et Provence, bailleur social de ce programme, sollicite la garantie de la commune à hauteur de 45% pour ses emprunts d'un montant total de 337 800 €.